Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Prime Politique, l'émission de décryptage et d'analyse de l'actualité politique nationale. Les élections communales, les résultats, je veux dire, des élections communales sont connus. La Sénat l'a rendu public sur les trois partis en lice. Mesdames et Messieurs, seuls l'UPR et le Bloc républicain ont franchi le seuil légal des 10%, obtenant les sièges dans les 77 communes du Bénin. Quelques jours encore et la 10e législature sera installée et à l'horizon se profile déjà la présidentielle. Tous ces sujets seront abordés dans cette émission. Nous recevons pour en parler, mesdames et messieurs, Joël Ataï Gaïdegbe. Il est expert en gouvernance et analyste politique. Bonjour à vous. Bonsoir à vos téléspectateurs. Comment allez-vous? Ça va, merci. D'accord. Alors, à l'issue de ces élections communales, le parti Union progressiste, le Renouveau, arrive en tête avec près de 49% des suffrages et 963 conseils communaux. Selon vous, est-ce une confirmation de son ancrage politique national ou le contexte particulier de ces joutes électorales ont facilité ces performances constatées? Je crois que c'est un peu des deux. L'UP Le Renouveau se maintient comme première force politique du Bénin au vu de ces deux scrutins et même des scrutins antérieurs. Même s'il est talonné par le Bloc républicain qui fait le progrès ou le bond le plus remarquable à travers les suffrages comme les sièges levés tant à l'Assemblée qu'au niveau des conseils communaux. Mais il ne faudrait pas qu'on s'y trompe davantage. Le mode de scrutin a pu produire une relative déformation. On a vu, sans même revenir sur la question des 20%, avec un seuil qualificatif de 10%, ça veut dire que le nombre de suffrages deviennent caduques et ne sont pas pris en compte pour le partage des sièges. En l'espèce, pour les communales, c'est quand même près de 7% des suffrages valablement exprimés. Si le mot de scrutin avait été autre, avait été celui de la proportionnelle, celui d'avant les réformes initiées depuis l'arrivée du président Talon, probablement que la FCBE aurait eu sa part de sièges en proportion de ces suffrages. Donc il y a une déformation de la proportionnalité des suffrages ou des forces sur le terrain. Mais c'est la loi et elle était connue à l'avance et elle profite à ceux qui peut-être se sont organisés en conséquence pour s'y conformer, pour en exploiter les aspects intéressants pour eux. Mais peut-être aussi que d'autres ont essayé d'exploiter sans pouvoir y parvenir, ce qui explique qu'il n'ait pas été qualifié au finish. Certains n'ont même pas eu l'heure d'être qualifiés pour démarrer la compétition. Je songe à deux partis qui étaient présents pour les législatives le même jour, le Parti Les Démocrates et le Parti Mouel Bénin. Et au-delà de ces 5 partis, nous avons quand même près d'une dizaine d'autres formations qui auraient peut-être voulu, certains en ont manifesté le souhait, et puis d'autres n'ont pas pu ou n'ont pas voulu. Bref, nous en sommes là avec la participation que chacun sait désormais. Un gros tiers des électeurs inscrits a simplement choisi de faire effectivement son devoir civique. Et il faut en prendre acte. Et en tirer les leçons surtout. Alors, la surprise vient du Bloc républicain qui a réalisé une percée remarquable, tandis que la FCBE échoue à franchir le seuil des 10%. Comment analysez-vous la performance du BR et l'effacement de la FCBE sur la scène politique nationale? Les deux ne sont pas absolument liés. Le BR profite autant de l'absence. En 2023, le BR était au coude à coude avec les démocrates. Les deux ont levé le même nombre de sièges à l'Assemblée. Donc, la défaillance des démocrates profite automatiquement au Bloc républicain qui se maintient
et qui va challenger le parti, son partenaire d'ailleurs jusqu'au gouvernement, le parti Union progressiste Le Renouveau. Si les résultats devaient rester en l'état, pour les communales, Porto Novo est un symbole de ce progrès, pour ne pas dire de ce renversement de tendance. Il ne faut pas abuser non plus des expressions. L'UP reste le parti majeur, mais est quand même talonné. Et on voit bien à Porto Novo, après l'effacement du PRD, le Parti du Renouveau démocratique, qui déjà en 2020 n'a pas pu franchir les 20% au niveau national, a dû céder son bastion de Porto Novo ou certains autres bastions de l'OME, la mort dans l'âme, à un parti comme l'UP Le Renouveau, qui maintenant vient se faire déloger pratiquement par le bloc républicain. Donc nous avons là une image saisissante de ce que autant les lois peuvent expliquer certaines situations, mais autant également d'autres dynamiques qui travaillent en lame de fond et produisent ce que nous voyons. Et pour ceux qui craignaient une collusion totale entre bloc républicain et parti UP Le Renouveau, donc fidèle soutien du président Talon et désormais grand parrain du ministre d'État Wadani pour la candidature à la présidentielle, ceux qui craignaient cette collusion voient bien quand même qu'il y a des lignes d'opposition, de contradiction, qu'il y a de la rivalité à tout le moins. S'agissant des nuances, ça c'est un autre débat en termes d'approche programmatique, en termes de vision, de référence idéologique. Ces partis nous doivent encore un peu plus. Le seul soutien au président Talon, la seule revendication du bilan de son action ne saurait suffire. Ces partis ont eu le mérite de se rassembler en bloc aussi grand, aussi gros que possible. Parfois à contre-cœur et parfois avec quand même des regrets comme on a pu le voir avec l'UDBN après avoir entamé la fusion avec le bloc républicain et pour finalement aller dans les bras de l'UP Le Renouveau. Et on voit à contrario que les partis qui n'ont pas pu se développer de cette manière-là, n'ont pas pu absorber d'autres, n'ont pas pu donc cumuler ou accumuler les forces pouvant venir de nouveaux partenaires. Donc les partis qui n'ont pas eu cette dynamique-là stagnent. La FCBE depuis 2023 montre des signes d'essoufflement. Déjà, oui, puisque pour les législatives de 2023, ils n'ont pas pu être qualifiés pour le partage des sièges, n'ayant pas pu atteindre 10%, comme ils l'avaient fait 3 années précédemment, dans le cadre des communales. En 2020, c'est parce qu'ils avaient franchi le seuil des 10% qu'ils ont pu être éligibles au partage des sièges. Et des mairies, d'ailleurs, ils s'en étaient sortis au début avec 7 mairies avant d'être délogés de Parakou suite à un recours contre eux et désormais, et en ce moment, au profit du bloc républicain. Donc, ces 6 mairies sur les 77 ne sont pas retrouvées ni en elles-mêmes, ni à travers d'autres mairies. Et malgré les scores enviables réalisés par certaines figures de la SCBE dans leur localité, dans leur zone, comme je le disais tantôt pour le PRD en 2020, l'ancrage local seul ne suffit pas. Il faut l'accumulation de ces ancrages locaux pour déjà atteindre au minimum les 10% requis au niveau national. Et donc la loi n'a pas changé de 2020 à 2026 s'agissant des communales. Et c'était la même loi pour les mêmes candidats, les mêmes 3 candidats. Et là, le recul de la FCBE est criard. Pas besoin d'un dessin pour le dire. Alors, vous avez certainement suivi l'actualité hier. Le bureau politique du parti a fait une déclaration de presse où il pointe du doigt les réformes engagées depuis 2016, surtout les réformes politiques. Des réformes qui, certainement, selon le parti, seraient à l'origine de l'absence du parti à avoir des sièges ou à relever des sièges pour les élections législatives et communales. Qu'est-ce que vous en dites?
Ben, oui, j'entends ces récriminations. Peut-être que ça maugréait depuis Hmm. un moment et que ça finit par exploser par dépit. Donc, pendant longtemps, la FCBE a espéré, en étant légaliste, républicaine, Hmm. en étant une force plutôt modérée sur l'échiquier, elle a espéré pouvoir tirer son épingle du jeu, mais c'était un combat épique et autant contre lui-même que contre quelque chose de plus fort Hmm. que ou qu'elle, enfin si on dit la FCBE. Pourquoi autant sur le président Yahi Boni, la version de la FCBE qu'on appelait les forces Oui. Courrier pour un Pour un Bénin Bénin émergent émergent, oui. ont représenté sur l'ensemble des scrutins jusqu'en 2006 Hmm. une terrible machine électorale. Hmm. Je dirais jusqu'en 2000, pas 6, 2015, 16, 15, 15. et avec la Oui. législature dont on a vu comment le bureau a été âprement disputé avant que Maître Ngbeji ne fût porté à la tête de cette sixième mandature, Hmm. si je ne m'abuse, sixième ou septième. Bon. Donc, c'est à partir de ce moment que la SCBE a commencé à trébucher. Hmm. Et son alliance électorale avec la RB, avec le PRD, que sais-je encore, pour soutenir le candidat Lionel Zinsou, Hmm. n'a pas, ne lui a pas permis de gagner la présidentielle. Hmm. Et donc chacun a commencé à reprendre ses billes au Hmm. niveau des FCBE. Ils pouvaient faire un peu illusion, ils avaient un leader Hmm. charismatique, un président sortant, en tout cas le prédécesseur de l'actuel président, Oui. qui avait peu ou prou sa forme de bilan. Hmm. Mais ils ont vécu sur leurs économies, sur leurs atouts, et ils se sont affaiblis. Beaucoup les ont quittés. Leur leader charismatique également les a quittés. Donc c'était devenu de plus en plus compliqué de survivre dans le nouvel environnement. Et les lois électorales, la réforme du système partisan, oui, ont eu leur part d'impact, mais pas que sur la FCBE. Chacun a payé quelque Hmm. chose. Même moi, le Bénin, qui est partie prenante de la majorité présidentielle aujourd'hui, de la mouvance présidentielle, je ne sais pas quoi dire, et malgré les accords de coalition et de gouvernance signés avec l'UP et le BR, malgré la présence de son leader au rang des ministres conseillers, et chacun a vu que dans le cadre des législatives, ce parti n'a pas pu réunir plus de 31 000 voix sur 2 800 000 électeurs. Il y a là un verdict qui impose des révisions déchirantes, en tout cas qui situe chacun. Hmm. Avant ces élections, on ne pouvait pas parler en ces termes, mais c'est un instantané du 11 janvier, et peut-être même que ça a déjà changé dans les opinions, dans les perceptions des électeurs. Si on devait reprendre les élections aujourd'hui, peut-être que nous aurions complètement autre chose. Je ne le sais pas. Mais ça devient une référence pour tout le monde. Et c'est en connaissance de cause que la FCBE s'est engagée dans la compétition. Ce n'est pas la première compétition à laquelle elle participe. Elle a Hmm. été de toutes les compétitions, Hmm. à part 2019, où à travers les tiraillements qu'il y avait à l'intérieur, les contraintes qui étaient nées de la réforme du système partisan de la charte des partis, bon, elle n'a pas pu se qualifier à temps pour aller aux législatives. Hmm. Oui, il n'y avait que 2 partis qualifiés. On a parlé de ce fameux parlement monocolore. Hmm. Mais c'est aussi en connaissance de cause que cette SCBE est allée au dialogue politique après les élections de 2019, a participé à la mise en place des réformes. Hmm. Et peut-être était-elle en minorité, mais elle a fait le choix délibéré Hmm. d'être partie prenante de tout ce qui s'est fait depuis là jusqu'au 11 janvier. Et elle n'en a pas fini, à moins de se retirer de la présidentielle. Sinon, elle a encore un candidat ou un duo de candidats présents pour la prochaine présidentielle du 12 avril. Yeah. Donc, elle a fait le choix de s'inscrire dans la réforme. Hmm. Et, on dit, c'est la loi, mais dure est la loi, et elle s'impose à tout le monde. J'ai parlé
de moi le Bénin, et qui doit vivre amèrement la sanction, l'impact de la loi. Et autrement, avec 31 000 voix, peut-être un peu trop dispersées, mais c'est pas négligeable. C'est beaucoup mieux que rien. J'oublie quel était leur score en 2023 quand ils ont participé aux législatives, mais c'était à peu près de cet ordre avec le MPL. L'UDBN, devenu Renaissance nationale, n'était pas loin. Ces trois partis nageaient dans ces eaux-là. La Renaissance nationale de Mme Claudine Prudencio a tiré d'autres conséquences stratégiques des élections de 2023, a choisi en fin de compte ou de manière ultime la fusion avec le BR et a pu obtenir au minimum une place pour son ancienne présidente, probablement pour d'autres militants du parti. C'est un choix, c'est une stratégie comme une autre. Est-ce que ça a été aussi payant que la Renaissance l'a espéré? On pourrait dire oui, ça a été payant dans l'absolu parce qu'on voit Mme Prudencio qui a été élue à Calavi sur la liste des femmes. Et à Calavi, où elle s'est comportée quasiment comme une tête de liste. Bon, ça dénote certainement d'une expérience politique, d'un activisme qui a été assez dynamique pour entraîner les autres, créer la synergie qu'il fallait dans cette circonscription où l'UP a fait pratiquement une razzia. Oui. Alors, si je comprends bien, doit-on croire à cette colère de la FCBE, surtout à la veille de la présidentielle? Je n'ai pas envie de... À travers tout ce que je viens de dire, je trouve cette colère assez tardive et singulière. À la limite de la démagogie. Je pèse mes mots. On ne peut pas se plaindre de sa propre turpitude. J'imagine les railleries, l'ironie de leurs collègues, les démocrates, qui avaient toujours critiqué leur attitude pendant qu'ils soutenaient le contraire. Et pourquoi se dédire subitement? Est-ce que dans la foulée, la SCBE renonce? De toute façon, l'accord de coalition parlementaire caduque. Il n'a pas d'objet. Ils n'ont pas pu lever des sièges, des suffrages et des sièges. Il faut bien avoir un député au minimum pour parler de coalition au cœur de l'Assemblée. Et donc, il n'y a pas d'objet à ce niveau. Il n'y a plus d'objet à ce niveau. Il reste l'accord de gouvernance. Et c'est encore, personne ne les a forcés à dire qu'ils voulaient signer avec la mouvance présidentielle actuelle, qu'ils voulaient quitter l'opposition à tout prix et être partie prenante de la prochaine gouvernance, pour ne pas dire la prochaine équipe gouvernementale, même s'ils sont candidats à la présidentielle. C'est à eux d'expliquer ça à leurs militants et au-delà des militants, aux électeurs. Et s'ils regrettent cette stratégie, la question de savoir si s'il est encore temps de changer d'avis, de changer complètement de stratégie, mais alors il faudrait être plus clair et renoncer éventuellement à l'accord de gouvernance et que sais-je encore. C'est leur liberté, mais j'ai peur qu'ils soient sur une pente démagogique de ce point de vue, et même s'il y a de l'amertume à avoir échoué comme ça. Alors, la razzia aussi du bloc républicain s'impose dans plusieurs communes du Koufou, à l'exception de Diakotomé. Faut-il y voir dans ce constat le résultat d'un travail de terrain efficace ou une sanction politique contre la plus grande formation politique, comme ils ont l'habitude de le dire, l'Union progressiste, le renouveau? Chacun se donne les noms, les slogans qu'il peut. Il y a le parti du peuple, le plus grand parti, et que sais-je encore. Et peut-être qu'on aura le plus dynamique ou le plus... celui qui a progressé le plus, sans qu'il soit parti progressiste. Bon, non, je crois qu'il y a un peu des deux. Il n'y a pas eu que ça. Quand vous perdez une position, c'est que forcément, il vous a manqué quelque chose et que les autres aussi ont fait en temps des progrès. Peut-être que, quand je dis qu'il a manqué quelque chose, ça peut s'expliquer par
plusieurs facteurs. On peut avoir perdu des militants, des figures importantes qui se seraient retirés, auraient basculé de l'autre côté. Et il y a eu quand même des mouvements, des défections de part et d'autre, au point que les directions des deux partis ont dû en arriver à un accord pour suspendre un peu ce mercato qui était assez curieux et faisait quand même désordre entre deux partis travaillant à peu près ou dans le même gouvernement. Bon, mais à la base, on n'a peut-être pas pu empêcher les électeurs de faire défection. Et c'est les électeurs qui sont souverains le jour de l'élection, à qui ils veulent leur cacher dans le secret de l'isoloir. Donc c'est la décision souveraine de l'électeur qui sanctionne peut-être certaines gestions par l'UP, le renouveau, dans le COUFO, mais c'est probablement le mérite du bloc républicain d'avoir su redoubler d'ardeur pour avoir ces positions viables aujourd'hui. D'accord. Et j'ajouterai quand même que s'il y avait eu un troisième parti, le mode de calcul à la plus forte moyenne aurait alors favorisé le parti ayant le plus de suffrages. Mais quand ils ne sont que deux, ce mode de scrutin tend parfois à défavoriser le parti le plus important en suffrage, parce que à la première répartition des sièges, c'est un peu technique ce que je dis, ce parti prend déjà ce qu'il peut, l'autre prend quelque chose ou n'a presque rien. Mais souvent, pour le deuxième tour de distribution des sièges, ça profite en ce moment au parti qui a encore quelques voix en réserve. Ça peut être ce qui a profité au BR qui fait en nombre de sièges. Je crois que la différence en sièges, c'est 110, une centaine de sièges. Et la différence en mairie est très faible, c'est une mairie. Et nonobstant les recours, parce que les recours, comme je l'ai dit, on a vu avec la SCBE qui a perdu la mairie de Parakou en 2020. Et donc rien ne dit que ce serait exactement cette situation quand les recours auront été vidés par la chambre administrative de la Cour suprême. Donc 39 mairies actuellement pour l'UP Le Renouveau contre 38 pour le BR. De manière schématique, ça rend compte quand même du coude à coude auquel ces deux partis se sont livrés, et à l'évidence, ça rend compte de cette campagne où on ne s'est pas fait de cadeaux, malgré les apparences. La concurrence était vive. Et est-ce que ça va s'arrêter là? Est-ce qu'il y aura une armistice, ou bien est-ce qu'on va continuer en récrimination, dénonciation, aller jusqu'à une rupture entre eux? Nul ne sait. C'est les dynamiques de la vie partisane. Et pour la présidentielle, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui n'ont pas eu d'élu du tout, vont-ils se rallier à eux ou opérer une autre reconstitution des forces politiques pour peser dans le débat? Où est-ce que la FCBE se situe finalement? Vous voyez que ce scrutin nous offre beaucoup de perspectives et n'est pas aussi figé qu'on le croit. Beaucoup de choses restent dynamiques. Et d'ici peu, on sera situé, c'est sûr. On sera encore mieux situé, me semble-t-il. Alors, autrefois dirigée par le Bloc républicain, la mairie de Boycon passe sous le pavillon jaune de l'UPR. Vous êtes un expert en gouvernance. Ce basculement peut-il, selon vous, être porteur d'un message politique fort? Oh, je ne sais pas qui. Je connais le maire sortant, M. Maître Rufino d'Almeida. Comme le maire sortant de Porto-Novo, M. Yankoti, voilà. C'est Jacques qui pleure ou Jacques qui rit. Tantôt à Porto-Novo, c'est l'UP qui pleurait, mais voilà, à Boycon, ils ont plutôt le sourire. Et quoique Mais là, ça reflète quand même une tendance qu'on a commencé à observer au moment des législatives dans la 23e circonscription, où l'UP, ayant à sa tête le professeur Djogbenou, pour la liste également, dans ce département ou dans cette circonscription, avait quand même marqué le territoire de son empreinte. Et l'électeur peut-être est resté constant, cohérent,
Et d'un scrutin à l'autre, le même jour, il était possible que l'électeur eût choisi, pardon, un candidat ou un parti dans le cadre d'un scrutin et plutôt un autre parti dans le cadre de l'autre scrutin. Les élections communales sont des élections de plus grande proximité que les législatives. Et à l'évidence, il y a probablement une sanction des maires sortants s'ils ont été défaits par le suffrage universel. Voilà, c'est certainement... Et on observe ce phénomène à peu près dans la Pratiquement presque moitié des des communes. communes tenues par chacun des deux partis. Donc ça s'équilibre. Et donc l'électeur ne s'est pas privé de sanctionner quelquefois, mais ces partis ont démontré un relatif ancrage territorial en se maintenant peu ou prou dans la moitié de, je ne vais pas appeler ça bastion, mais de ce qui était les zones conquises depuis quelques années. Et donc ça reste du sable mouvant, ça reste relativement changeant. Et ça peut dépendre de réalités très locales. Hein, je vous ai parlé même de gens qui avaient déjà commencé à être des transfuges de part et d'autre. Peut-être que ça rend compte de tout ça en réalité. D'accord. Alors, comment appréciez-vous les résultats des législatives de 2026, notamment sur l'absence d'une force de l'opposition au Parlement? Ben, aucune loi n'ayant dit qu'une force de l'opposition doit être à l'Assemblée, il n'y avait que les électeurs pour sauver un ou certains partis de l'opposition. Il y en avait deux, l'un qui se voulait radical, l'autre qui se voulait plus modéré, plus avenant, et qui semble regretter ou vouloir remettre ça en cause. Toujours est-il que pour le Parti Les Démocrates en l'espèce, la chute est douloureuse, passer de 28 députés à 0 député en 3 ans doit laisser plus qu'un goût amer. Et le bilan mérite d'être fait en interne, mais quand on est de l'extérieur de ce parti, ce qu'on a pu, par rapport à ce qu'on a pu en voir, les explications que ça suggère, c'est qu'elles sont de 3 ordres pour moi. C'est que sur le plan de la cohésion interne, il y a quand même eu beaucoup de failles, beaucoup de dissensions qui ont été visibles, au point que 6 de ces 28 députés sont passés avec armes et bagages du côté de l'adversaire et même ont pu être réélus. Parce qu'ils sont représentés dans les circonscriptions, qui les avaient vus devenir députés en 2023. S'ils n'avaient pas été élus sous la bannière de leur nouveau parti UP, le Renouveau et BR, on aurait dit que oui, l'électeur a pu les sanctionner. Peut-être que l'électeur, peut-être même les électeurs des démocrates ont tenté de les sanctionner, mais à l'évidence, ils avaient aussi leur part d'électorat parce que avec les positionnements qu'ils ont, sans ancrage local, la seule machine électorale de l'UP ou du BR n'aurait pas suffi. Donc ils ont une légitimité que désormais les démocrates doivent quand même convenir de considérer. Et voilà, et ça c'est une perte. C'est une perte. Comme d'autres, on a vu les divisions, les tâtonnements, les difficultés, en gros, à dégager un duo pour la présidentielle. Et les difficultés à exploiter certains aspects de la loi qui permettaient d'avoir des accords de coalition parlementaire avant de déposer les candidatures. Donc, à quelques heures du dépôt des candidatures, ce parti qui n'était pourtant pas au gouvernement était encore occupé dans des chamailles ou bien à tenter de désigner un duo. Ça souligne à tout le moins des organisations et des unions à l'interne. C'est les faits qui parlent. Et hélas, on a pu susciter ça, mais nous avons un jargon qui dit que si un mur n'est pas Pendillé.
Vous connaissez la suite. Le lézard ne peut s'y introduire. Hmm. Donc, même si l'adversaire a aidé à Hmm. faire ça, C'est parce qu'à la euh, base, à la quelque base, chose il y n'a a pas eu quand marché. même des faiblesses Hmm. ou des failles. Et donc, c'est au parti d'en prendre conscience, de corriger, de boucher ces trous-là et pour continuer sa route et de tirer toutes les leçons qui s'imposent. Deuxièmement, un parti dont certains ténors ne sont pas sur la ligne de départ, ne sont pas autrement dans la compétition, Hmm. ça fait aussi des forces en moins. Ils ont parlé de l'argent qu'ils n'ont pas reçu. L'argent est de plusieurs sources. Il y a l'argent du financement public. Les partis reçoivent 3 milliards par an. Les partis qui ont des élus communaux et à l'Assemblée reçoivent 3 milliards par an. Je ne sais pas pourquoi. Ils se plaignent de ne plus avoir reçu ce financement. Ouais. Mais je sais que la loi euh, dispose que si vous n'avez pas rendu compte de la tranche du trimestre précédent ou bien même de l'année précédente, Hmm. vous ne sauriez être éligible à de nouvelles mises à disposition. Je ne connais pas les ressorts de cette difficulté. Mais il y a d'autres partis qui n'ont jamais reçu un seul franc et qui se débrouillaient. Donc que les démocrates cessent de pleurnicher, c'est à la limite. Ils sont dans leur droit. Est-ce Oui, qu'ils estiment? ils sont dans leur droit. Hmm. Oui, je m'excuse de le dire comme ça. C'est Hmm. un peu pour les taquiner. Je voulais juste dire que malgré tout, ils étaient dans une situation plus enviable que Hmm. d'autres partis. Si c'est leur droit, je soutiens absolument leur récrimination. Oui, il faut réclamer ses droits. Si vous vous taisez, c'est votre problème. Hmm. Mais quand on a fait tout ça, que vous avez un président, vous avez eu un changement de président même, ça souligne quand même des divergences importantes et voilà, des choses ont été révélées. Je ne sais pas à moi d'appuyer davantage sur ça, mais ce spectacle en devient un repoussoir pour certains électeurs, certains sympathisants. Vous n'avez pas envie d'aller là où il y a désunion, là où il y a désordre, là où il y a cacophonie. Je pense que tout ça a pu favoriser une forme d'abstention, à tout le moins, pour ne pas dire une forme d'hostilité et de report des voix, ou bien vers la SCBE. Mais c'est pas vrai, puisque la CBE n'est restée qu'à 5. Hmm. Donc le report des voix, s'il y en a eu, a profité aux partis de gouvernement qui ont un bilan. Donc ça s'est transformé en adhésion, sinon En en l'espèce. abstention. Oui. Mais pour ceux qui ont été votés, il faut bien voir de quel côté a été l'électeur du parti LD. Et c'est un parti qui, après avoir contesté les lois électorales et même la charte des partis, non seulement s'y est conformé, Hmm. et je les salue pour ça, ont pu être qualifiés pour les élections qui ont suivi, les législatives de 2023, malgré des difficultés pour le quitus fiscal. Hmm. Et finalement, ces élections où ils ont manifesté la volonté d'être présents, mais est-ce qu'ils avaient tous les atouts sur les communales? Et c'est la faute à qui s'il leur manquait 100 dossiers, une centaine de dossiers? Peut-on se prévaloir de ses propres turpitudes? Ils auraient pu, ils se seraient présentés, ils auraient réussi à présenter des candidats à ces communales, que ça aurait eu deux effets boostants, à mon avis. Euh, ils n'ont pas eu l'atout que la CBE. SCBE, en tout cas, les trois partis sortants Hmm. des communales ont eu les trois partis candidats au communal parce que eux, ils ont fait leur campagne au plus près. Hmm. Ça, ils étaient obligés de le faire pour les communales. Et par ricochet, ça revenait à une espèce de quadrillage plus resserré du terrain pour ceux qui étaient candidats aux législatives. Mais si je compare les démocrates, ils n'étaient que candidats aux législatives. De quelle manière ont-ils pu avoir une campagne aussi resserrée à la base que les trois autres? Ça peut expliquer aussi qu'ils n'aient pas pu toucher davantage ou La sérieusement population. la base La base. électorale. Oui. Ils ont fait l'effort d'appeler les électeurs à sortir, à participer aux élections.
mais cet appel semble être resté vain. Il s'agit aussi du message véhiculé. Et finalement, je ne voulais pas le dire de go, mais c'est un ensemble de choses. Donc, l'organisation interne, le message et la manière dont on définit, dont on déploie sa stratégie par rapport à ce qu'est contrainte la loi qui s'impose à tout le monde. Sur ces trois éléments, il y a quand même une part de tort qui leur revient. Et je souhaite qu'ils mettent ça au clair pour pouvoir rebondir, parce que quand on a malgré tout dégagé 16% de l'électorat, c'est pas rien. Comme je le disais, en proportionnel pur, on n'aurait pas eu cette assemblée. Ils auraient eu 16% de l'assemblée, ou en tout cas quelque chose se rapprochant d'une douzaine au moins de députés, à défaut des 28. Et ils auraient pu se maintenir à 10, 12 députés, voire une quinzaine de députés, et dans un scrutin absolument proportionnel. Mais voilà, c'est un scrutin qui suppose d'abord que vous ayez 20%, non 10% au niveau national. Ils l'ont eu. Mais en descendant dans les arrondissements, dans les circonscriptions électorales, dans les 24, il me semble que ce n'est que dans 11 des 24 circonscriptions qu'ils ont pu franchir le seuil des 20%. La loi ne peut pas être sélective, ne peut pas repêcher parce que vous vous présentez comme des opposants. Qu'est-ce qui garantit d'ailleurs que vous présentant comme des opposants, vous n'allez pas changer de veste? On a vu 6 d'entre eux finalement rejoindre la barque de la majorité. Donc ça ne veut rien dire au départ de dire qu'on soutient le président Talon ou bien le plus beau qui est là, je ne sais pas, ou le plus fort qui est là. Demain, vous pouvez changer. Certains démocrates ont bien changé sous nos yeux, et les autres, s'ils avaient même pu gagner comme démocrates, comme opposants, qu'est-ce qui garantit que, chemin faisant, ils ne se rallieraient pas? Donc le débat ne me semble pas devoir être là. C'est par rapport à ceux dont ils sont porteurs, et en attendant, c'est le règlement intérieur de l'Assemblée qui nous indique ce qu'il faut retenir, à savoir que dans une assemblée, à l'Assemblée nationale du Bénin, même s'ils s'entendent, on verra jusqu'où ça restera comme ça. Et le jour où il plaira à ceux de la majorité de claquer la porte, ils ne pourront même pas rejoindre la minorité à l'Assemblée, si le règlement intérieur reste en l'état. Au mieux, ils seraient des non-inscrits. Sinon, depuis la révision de la Constitution actée en novembre dernier, tout député qui démissionne de son groupe parlementaire perd son siège. Point final. Il y a quelques mois, la loi était différente. Mais voilà les nouvelles dispositions. Et tout ça configure, détermine le comportement des acteurs. Peut-être que les gens vont faire de l'opposition silencieuse ou sournoise. Certains intérêts ne seront pas satisfaits. Il y aura des frustrations, il y aura des mécontentements. Jusqu'où ça irait? Ou à l'inverse, jusqu'où la convergence pourrait aller? Est-ce qu'elle déboucherait même sur la constitution d'un parti, d'un bloc unique de la majorité présidentielle? Oui, là, on commencerait à s'inquiéter qu'un seul parti contrôle toute l'Assemblée. Mais ça aurait pu aussi arriver par les urnes. D'accord. Parlons justement de l'Assemblée nationale. Le Bénin entame une nouvelle page de son histoire politique. La 10e législature sera bientôt installée pour une durée de 7 ans. Alors, parlons justement du Parlement. Quel souvenir gardez-vous de la 9e législature qui s'achève? J'en garde 3 souvenirs. Au sortir du Parlement de 2019 à 2023, tout le monde a convenu qu'il n'y avait que 2 partis et se réclamant en plus de la même mouvance. Donc, on a eu davantage de pluralisme avec l'arrivée d'une 3e force, les démocrates. Je crois que ça a été salué de tout le monde, au-delà des difficultés qu'ils ont eu à se qualifier, à se présenter. Et ça reflétait quelque peu les tendances dans l'opinion politique dans les opinions politiques de notre pays. Donc il est bon que une Assemblée nationale représente au mieux
les différentes forces politiques en présence. Mais on ne peut pas non plus représenter tout le monde, sinon ça devient aussi ingérable. Il faut penser à la stabilité et à la gestion de l'institution. Donc, et on le voit avec les scores que les uns et les autres ont fait. Et avec 75 à 80% des suffrages pour les deux blocs qui sont qualifiés, ça leur donne 100% des sièges. Ça aurait pu rester à la même proportion de sièges, qu'on aurait une espèce de proportionnel intégral. Mais imaginez s'il y avait encore 10 autres partis derrière, avec des 1%, 2%. Et vous avez toute cette kyrielle-là qui se présente à l'Assemblée. Oui, ça fait joli de dire que... mais c'est encore les mêmes qui se moquent ou qui questionnent notre pays, qui se moqueraient de nous en disant, ben, chez eux, voilà ce qu'on a, des micro-partis, des gens qui ne représentent qu'eux-mêmes. Et donc il faut trouver le juste équilibre entre des blocs assez forts, mais aussi assez représentatifs, sans déformer vraiment l'idée de représentation. Donc c'est un souvenir heureux de voir que des gens qui trépignaient, qui auraient pu être tentés par la rue, ont enfin pu arriver à l'Assemblée par les urnes. Il faut le saluer. Mais qu'est-ce que ce parti, les démocrates, a fait de cette entrée au Parlement? Oui, les lois du Parlement, comme je le disais tantôt, reconnaissent plutôt une majorité et une minorité, pas une opposition, rigoureusement parlant. Même s'il y a par ailleurs dans les lois ce qu'on appelle le statut de l'opposition. Mais ça, c'est pour les partis, qu'ils soient à l'Assemblée ou non, qu'ils soient à la mairie ou non, ainsi de suite. On peut avoir même on a eu des opposants qui n'étaient dans aucune institution. Voilà. Mais ok, le règlement intérieur n'est pas favorable, dans une certaine mesure, aux partis minoritaires. C'est la portion congrue qui vous est réservée. Et si, qui plus est, vous réclamez de l'opposition, il y a peu de chances que les gens vous fassent des cadeaux. Si ce n'est pas consigné dans le texte que l'opposition doit avoir une place au bureau de l'Assemblée, une place dans les bureaux de chaque commission. Les textes ne disent pas ça. Les textes disent c'est la minorité. Ou on dit même, c'est plutôt même la jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui parle de la majorité, de la minorité en l'espèce. Sinon, au mieux, on dit que l'élection du bureau doit refléter autant que possible la configuration politique de l'Assemblée. Bon, donc c'est avec ce qu'on a et qu'on fait. Et donc on ne va pas ramener une opposition, mais des gens ne vont pas se déclarer opposants pour qu'on dise oui, il y a maintenant... Et d'ailleurs, on répondrait non, c'est une opposition factice avec ce qu'on a. Et donc, faisons avec ça et gageons que les gens fassent leur boulot, parce que c'est quoi le boulot d'un député? C'est premièrement de voter des lois, si possible d'en initier, mais en tout cas les voter ou s'y opposer éventuellement. Et surtout, censurer, contrôler l'action du gouvernement. C'est là qu'on attend les parlementaires. On a vu les démocrates tenter de dérouler leur agenda. Amnistie pour leurs amis politiques qui ont des difficultés avec la justice, qui sont pour certains détenus dans les liens de l'âge, détenus au niveau des prisons ou bien sont encore en exil. Sur le fichier électoral, ils ont beaucoup tempêté. Ils ont été faire un cadre de concertation avec certains partis de l'opposition, en excluant le seul parti de l'opposition après eux qui avait des élus. La SCBE était tenue hors du cadre de concertation parce qu'ils l'ont toujours rejeté comme une troisième force, un parti douteux ou de la majorité, ou proche de la majorité. Ce cadre de concertation a agité la question du fichier électoral. L'audit en a été fait, les conclusions ont été plutôt positives et renforcé le processus d'élaboration de la liste par l'ANIP, me semble-t-il. Ils ont été dans une commission d'enquête parlementaire sur le scandale à Dambi, à Pona. Une commission d'enquête a été mise en place à l'Assemblée nationale. Avait un mandat de 3 mois.
quel est le bilan de cette commission d'enquête? Alors, de façon générale, il y avait Si. 3 mots pour décrire Non, cette 9e législature. non, c'est Que une diriez-vous? législature d'ouverture à l'Assemblée vis-à-vis de plus de diversité. Mhm. C'est une législature où il n'y a pas eu de concession à l'opposition, Mhm. où il n'y a pas eu de dialogue Ouais. entre l'opposition et la majorité. Et puis, enfin, c'est une législature qui a voté cette révision de la Constitution qui va probablement modifier significativement le paysage politique du pays avec Mhm. l'avènement du Sénat, les changements des mandats, et que sais-je encore, puisque nous passons au septennat, ce qui est complètement inédit au Bénin, Mhm. avec la question de la trêve politique, que sais-je encore. Mhm. Bon, donc voilà globalement le bilan que je peux retenir de D'accord. cette Avec législature. l'installation prochaine de la 10e législature, quelle évolution majeure attendez-vous? Non, je voudrais que substantiellement ce soit, vous permettez, Oui. que je rappelle malgré tout au bilan de cette Assemblée nationale l'adoption d'une loi de programmation, d'une loi sur le développement qui fixe les grandes lignes du développement et de la planification pour notre pays jusqu'à 2060. Je crois que c'est par rapport à des questions comme celle-là, des questions de politique publique, et clairement identifiées comme celle-là, que nous voudrions entendre et voir les partis se positionner. Et en l'espèce, je salue tous les députés qui ont voté cette loi et les opposants même, me semble-t-il, ont participé à la mise en place de cet instrument fondamental pour notre pays. Donc, de la prochaine législature, j'attends le suivi rigoureux de la mise en œuvre de cette loi-là. Et la conformation ou la conformité à la mission fondamentale ou aux missions fondamentales d'une Assemblée nationale, voter des lois et contrôler l'action du gouvernement sans complaisance. Le faisant, ce serait déjà substantiellement heureux. Quelles devraient être, selon vous, les priorités essentielles de ce nouveau Parlement? Non, ces priorités vont découler en partie de celles du gouvernement. Et un Parlement, même si les députés ont l'initiative des lois, dans les mécanismes parlementaires, ça ne se passe pas rigoureusement comme ça. L'agenda de l'Assemblée nationale, malgré la séparation des pouvoirs, malgré tout ce qui nous semble aller dans un sens, ne se passe pas comme ça. C'est le gouvernement qui imprime en réalité le rythme ou je n'irai pas jusqu'à parler de l'ordre du jour, mais l'ordre du jour de l'Assemblée ne se fixe pas sans considérer le programme du gouvernement, ses priorités à lui. Et donc il faudra un dialogue fécond entre les deux institutions pour que ce qui est prioritaire soit dégagé pour notre pays. Beaucoup a été fait dans la préparation budgétaire. On n'a suffisamment pas fait encore en matière de contrôle de l'action gouvernementale. Et des lois de reddition de comptes, des lois qu'on appelle lois de règlement, se votent régulièrement. Mais vous aurez vu que sur l'affaire, autant sur l'affaire PPA2 il y a quelques années que sur l'affaire Akpona et Adambi, pour rapidement appeler les choses comme ça, et le Parlement n'a pas pu démontrer autrement son utilité. Les populations lui seraient davantage reconnaissantes, compte tenu des moyens institutionnels qui sont les siens, d'aider à mettre ces vérités-là au jour, mais accompagner utilement le gouvernement, notamment dans les ratifications d'accords, dans la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques publiques. Le développement est global, mais de manière sectorielle, beaucoup de défis sont là devant nous, que ce soit l'énergie, l'éducation, que sais-je encore.
Je suis sûr qu'entre vous et moi, on ne sera même pas d'accord sur trois priorités, mais presque tout est prioritaire. Et pourtant, il faut que le Bénin s'affirme davantage, fasse des progrès plus durables et qui résistent au passage des uns et des autres aux affaires. Et a priori, les élus, comme les gouvernants, ne sont là que pour servir. J'espère que c'est pas pour se servir. D'accord. Voilà. Alors, trois figures majeures font leur entrée au Parlement. Louis Vlavono, Abdoulaye Biotchane et Joseph Djokbenou. La bataille pour le pré-choix s'annonce-t-elle stratégique ou les dés sont déjà joués d'avance, selon vous? Les trois ont déjà été élus. C'est M. Biotchane qui n'a jamais siégé. Alors, je ne sais pas quelle va être sa décision. S'il siégeait, il resterait également à savoir si les deux autres qui ont déjà siégé, qui ont même présidé des institutions, euh, seront appelés, seront obligés d'aller siéger dans la nouvelle institution qu'est le Sénat, en qualité d'ancien président de la Cour constitutionnelle pour M. Djokbenou et d'ancien président de l'Assemblée pour M. Vlavono. Mais il est possible que les trois restent à l'Assemblée ou qu'on ait d'autres combinaisons selon les besoins, selon les stratégies de leur camp. On ne peut pas décider à leur place. Voilà. Alors, à l'analyse de ces figures marquantes de la scène politique, le pré-choix va ressembler à quoi selon vous? Bon, j'aurais bien voulu qu'une femme préside une fois cette assemblée, à défaut d'un jeune. Maintenant, femme et jeune, mais expérimenté. Voilà, c'est une combinaison à trouver. Mais a priori, les lois ou le règlement intérieur de l'Assemblée qui fait bloc de constitutionnalité ne laisse pas beaucoup de marge. C'est le parti majoritaire qui prend le perchoir. Enfin, disons mécaniquement, si tous votaient, si la discipline de vote était observée, ça reviendrait à ceux qui sont majoritaires s'ils le désiraient. Alors s'ils ne le désiraient pas, éventuellement, quelqu'un du bloc minoritaire pourrait arriver au perchoir. Donc ça ferait partie ça pourrait être un des aspects des accords de coalition parlementaire dont on ne connaît pas le contenu. Hein. Je ne sais pas sur quoi ils se sont entendus. Personne ne le sait a priori, donc c'est chemin faisant qu'on va découvrir. Et c'est dommage pour notre démocratie. Alors, sur les présidentielles à présent, les élections présidentielles approchent à grands pas. Quels sont selon vous les enjeux majeurs pour l'avenir politique et démocratique du Bénin? Je crois que les enjeux majeurs, c'est fondamentalement la légitimité des élus et qui plus est du président de la République qui va arriver parce qu'il est la clé de voûte des institutions et que sur un mandat de 7 ans, même si c'était qu'un mandat de 7 jours, ce serait redoutable de ne pas donner de contenu, de ne pas donner de limite à ce qu'on fait au nom de tout le monde, qu'on ait voté ou non pour lui. Je souhaiterais qu'il y ait davantage de participation que depuis le début de la décennie, depuis 2019. Que malgré l'évidence du non-match ou bien du match amical, voilà, des engagements clairs soient mis sur la table et soient évaluables pour le progrès de notre pays. C'est ça le plus important, quel que soit celui qui sera élu. Pour le progrès et la paix de notre pays. Pratiquement à la fin de cette émission, votre message à l'endroit du peuple béninois et à l'ensemble des acteurs politiques pour la préservation de la paix, la confiance dans les institutions et la vitalité démocratique du pays. Après ça, je n'ai presque plus rien à dire. Je ne pense pas autrement. Ça ne dépend pas que des autres. Nous avons... j'ajouterai quand même que nous avons notre part de contribution à apporter, si infime soit-elle de si bas niveau que ce soit. Il n'y a pas à désespérer, et malgré les contrariétés, les frustrations, et Dieu seul sait s'il n'y en a pas. Même dans le camp des vainqueurs,
des élections, des frustrations existent. Et le plus important, c'est travailler à aplanir certaines divergences. D'abord, à accueillir le conflit, parce que la démocratie suppose ouverture à la discussion, au débat. Et de la discussion jaillit la lumière, dit-on. Donc il faut qu'on cesse d'être dans l'unilatéralisme, qu'on soit davantage ouvert à la participation citoyenne, et notamment dans les communes. C'est le lieu par excellence d'exercice de la démocratie. Et si donc déjà à la base on ne le démontre pas suffisamment, ça peut expliquer le détachement des citoyens, le refuge dans l'abstention, voire le soutien à des aventures antidémocratiques. Et il ne faut pas le souhaiter pour notre pays, mais le pire n'est jamais loin et le meilleur ne dépend que de nous, comme le pire. Alors, le choix nous est offert en connaissance de cause. Si nous sommes citoyens, soyons des citoyens actifs et non des citoyens passifs. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci d'avoir répondu à nos questions et merci pour la disponibilité. C'était un plaisir. Amis internautes, stop et fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis.